humaine, hein, et se sentir homme et fort. Il faut vraiment en arriver à accepter des gribouillés et d'aboutir à un gribouillage. Un gribouillage, voilà le gribouillage, comme ça. Il y a des visages là. Il y a des visages. Il y a des visages. Il y a des visages. Est-ce qu'on peut voir le visage? Il y a là une petite bouche. Voilà. Une tête ici. C'est pas. C'est toujours un peu esquissé pour le visage là. Le visage là. Une bouche ici, un nez là. C'est une manière d'éclairer le chaos. Là, on voit le tableau. On voit le tableau. C'est ça qui est intéressant. La manière de gribouiller a changé. Et là, maintenant, c'est sous forme de ronds. Il fait des ronds parce que des ronds partout. Et les ronds mélangés créent des visages qui surgissent du tout. Là, on le voit comme ça? Oui, des visages qui émergent du chaos, hein, qui sont comme emprisonnés dans le chaos. Et c'est une manière d'éclairer ces visages-là, où ça parle, c'est une manière d'éclairer le chaos. Hein, et là, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Et avec quoi tu travailles? Hein? Avec quoi tu travailles? Sur le carton et puis du pastel. Du pastel? À l'huile. Ça, c'est du pastel. Pastel à l'huile. Bon, on va demander au professeur de venir prendre place. Déjà. Voilà l'exposition au grand palais. Je dis que je suis pas un peintre, je suis un philosophe. J'ai fait ça pour m'amuser. Pas pour un peintre, je n'ai pas. Je dis, on va gâter les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la France. Tu as fait la peinture, on t'appelle, il faut y aller. Tu peux pas désobéir. Ma femme et moi, on a pris deux tableaux, on a été au grand palais, on a fait son film. Les gens ont vu. Il faut les mettre à telle salle, hein, avec du buffet, quelque chose comme ça. Je vais là-bas, puis on m'a posé au tableau. Est-ce que vous savez que ça ressemble aux arts rupestres? Je dis, ben, après coup, j'ai pas voulu faire ça. Mais une fois que ça a été fait, que je l'ai regardé, j'ai vu quelques affinités avec. On m'a dit, mais c'est ça. Et c'était pour vous dire. Professeur, je ne voudrais pas dire comme vous, les historiens d'Aroudi, le primitivisme là, dans les contextes africains. C'est-à-dire que ce que nous voyons, moi ce que j'ai vu tout à l'heure, ce que je vois, les traces, tout ce qui existe, ça fait revenir à notre passé, à notre antériorité d'homme créateur. Ça pose des bases de certaines créations et ça raconte quelque chose. Et vous avez dit tout à l'heure que quand vous travaillez, vous poussez des gribouillis. Mais c'est un gribouillis qui se transforme dans les enchevêtrements de formes et tout, et puis les personnages apparaissent. Et quand vous passez la couleur et que vous réfléchissez dans les consciences, des personnages aussi apparaissent. Mais ces personnages que nous voyons, ils ne rassemblent fort étrangement aux arts dont vous parlez. C'est pour ça qu'il fait la qualité de l'art. Mais est-ce que quand vous êtes là de temps en temps, vous pensez à des thèmes précis à partir d'un moment, pendant que vous travaillez, vous pensez à un thème précis? Non, jamais. Moi, c'est dans les moments d'angoisse. Quand j'ai commencé, c'était, je ne dormais pas assez. Et j'étais assez angoissé. C'est la philosophie, ça m'apportait pas grand-chose. Et c'était vraiment, quand j'ai fait la manutention, et que ça s'est arrêté, et que j'étais là à ne plus rien faire, j'aurais pu aller sur le boulevard Saint-Michel pour draguer. Mais bon, ça ne m'apporte rien, ça je reste là. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un besoin d'enracinement. Il me semblait que
j'avais besoin de chercher une racine quelque part. Et quand j'ai gribouillé et que j'ai trouvé des petites formes embryonnaires qui ressemblent à quelque chose, j'ai eu l'impression d'avoir été à la rencontre d'ancêtres qui sont apparus et qui sont devenus les premières figures identificatoires. Et j'ai même la première que j'ai faite, c'était une dame sur le bébé Camson. J'avais fait et j'étais pas content. Ma femme était au travail et j'ai pris un couteau pour effacer pour commencer. Et le couteau a blessé le carton. Je ne vais pas loin. Ça a blessé le carton. Et j'ai eu le sentiment de me faire mal. Alors j'ai arrêté. Je suis allé j'entonné à la galerie Lafayette, aller chercher un encadrement. Et j'ai eu l'encadrement, ma femme est venue entre temps, elle se demandait ce qui s'est passé. Le matériel était là, elle ne savait pas où j'étais, et je suis venu avec mon encadrement. Et je lui ai expliqué. Et tous les deux, on a mis le tableau en cadre. C'était une figure de femme, un peu comme les femmes de l'Afrique du Sud, les pailles, machin là. La figure était recouverte, se dégageait à peine de la forêt. Et j'ai appelé ça la figure de la grand-mère qui m'a fait peur et que je voulais effacer. Je l'ai accepté, je l'ai mis en cadre et je l'ai mis au milieu. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai continué à faire les tableaux. Maître, pouvez-vous nous dire un peu, parce que vous avez parlé de la création, des sources de la création, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu comment ont intervenu les couleurs dans certaines de vos œuvres? J'avais acheté des boîtes de pastel à l'huile. Mais paradoxalement, j'étais toujours attiré par les couleurs brunes, siennes et les autres, je les négligeais. Et plus tard, quand j'ai vu que la plupart de mes tableaux étaient marrons, brunes, tout ça là, je me suis dit, ah, ça me rappelle les couleurs africaines. Ça me rappelle une montagne où je passais avec ma mère pour aller au funérailles dans son village. Sous cette montagne-là, la terre était rouge un peu, brune un peu. Et c'est tout ça qui revenait. Donc cette couleur brune a fini par signifier la couleur africaine qui m'avait manqué depuis longtemps. Je l'ai gardé longtemps et puis maintenant je me suis dit, bon, ça y est, maintenant, je vais prendre, si j'ai pas d'argent, que toutes les couleurs, je les mélange. Je les mélange pour qu'une figure vienne. Mais au début, j'étais vraiment très attaché aux couleurs africaines qui m'appelaient vraiment la terre africaine. Et évidemment, on les retrouve dans beaucoup d'œuvres ici, la terre rouge, la latérite, tout ça. Mais ces couleurs, donc, que vous qualifiez de couleurs africaines, parce que ça rappelle les territoires, la terre rouge. Est-ce que vous voulez donner des significations particulières? C'est la mer, la couleur africaine, la terre-mère, et puis aussi la mère de ma maman que j'ai quittée plus tôt. Donc ces couleurs-là qu'on appelle le côté maternel, la chair, la terre, la mer. Professeur, je pense que dans le domaine de la psychanalyse, c'est un art typiquement entre guillemets fouetté. Et ça permet à l'individu de se libérer des choses, parce qu'on a parlé de l'angoisse de mon miche et a essayé de décrire et comment ça fait représenter l'angoisse avec les cris. Ouais, vous savez, tout le monde voit qui déchire, comment ça s'appelle, la nuit. Quand c'est cet tableau-là, les grands cris. Vous avez vu les déchirures, les plis dans les gravures, beaucoup de techniques. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit l'enchevêtrement de formes, l'enchevêtrement des lignes, ces arabesques, et tout ça c'est. Allez-y, vous voulez intervenir? Non, c'est voilà. Ces arabesques, et puis ces formes, ces taches, et puis ces superposés qui deviennent images humaines.
ou imaginer quelque chose. Ça rappelle la scandale, donc la soutien, notre attitude. Alors, vous pouvez nous dire comment vous avez fait pour en arriver là? Eh bien, il faut savoir que l'inconscient, tout part de l'inconscient. On va vers une chose, on va faire quelque chose, et on ne sait pas clairement pourquoi on va le faire. Exactement. Hein, là, par exemple, à un moment donné, vers la fin, là, je ne peux même plus m'en passer. Tourner là. Je me suis dit, mais pourquoi je tourne comme ça? Je tourne quand j'enlace les choses. Et puis, j'ai vu que le docteur Dorto, François Dorto, dit que quand l'enfant va naître, il tourne dans l'utérus. Il descend. Et il m'a semblé que c'était un désir de renaissance qui m'a conduit à ces volutes, à cette manière de tourner et de créer un tournant. Et ça donne une satisfaction. Et puis j'ai pu penser même parfois même que l'énergie universelle tourne partout. Et c'est en tournant peut-être qu'elle dessine des hommes qui peuvent s'aventurer après. Ces dessins faits, je les appelle des spectres, des dessins sans chair et sans incarnation. On dirait que c'est des spectres hein, qui cherchent à exister. Alors, pour exister, ces spectres-là doivent aller à la recherche du verbe, parce que c'est le verbe qui est créateur. Ah. Et cette notion de spectre-là me fascine beaucoup, parce que c'est vraiment l'énergie vraiment déployée. Hein. Qui fait mal. Il me semble même, je suis en train de faire des travaux très importants, il me semble même que le monde va mal parce que les gens n'ont pas la capacité de se structurer. De se structurer et d'acquérir la consistance, la personnalité de l'être, d'être des existants. Et que ces spectres inachevés vont se battre et se bouffent, vont se dévorer. Alors, c'est malheureux. Et tout mon travail là, parfois, tourne autour de l'initiation, la nécessité de l'initiation pour structurer ce spectre et l'amener à l'existence. Ok, d'accord. C'est le jeune professeur, je dirais, les traces de notre existence, retracées par le maître Zirignon, dans des traces et des signes enchevêtrés et dans des fonds colorés. Et qui nous disent. Ces histoires-là, même très loin, et actuellement c'est en train de m'amener très loin parce que je vois les guerres partout, l'Afrique, assaillie. C'est déchiré, c'est fort. C'est fort, quand on le voit, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande si les gens, parce que d'après ce que je cherche aussi, après chaque atelier, l'Afrique est première, oui, Oui, voilà, elle est solide. C'est la culture la plus inventée. Le langage et on lui a fait croire que. On va changer le tableau. Là, c'est le langage de la. On veut détruire. C'est légitime. On le fait d'une manière symbolique. Et ces effets de déchirage, de grattage, de pénétration, hein, de maculation, hein, c'est pas inutile, ça satisfait, ça répond à un besoin qui dans le quotidien n'est pas satisfait. C'est très libérateur. Et je conseille beaucoup à ceux qui viennent me voir là, qui veulent vraiment dessiner, mais vas-y. Et actuellement, comme dans le monde ça va très mal, je le conseille à mes enfants, à mes petits-enfants, même l'enfant, je dis à 3 ans ici, là, tous les jours, quand je peux, je l'appelle, je vais dessiner un peu, et ça lui fait l'idée. Hein, ça me donne vraiment l'idée.
un homme qui n'a pas dessiné, qui n'a pas inscrit par grattage, par dialogue avec la matière, qui n'a pas inscrit. Qui n'a pas inscrit. Que le monde, et peut-on faire rapport entre le travail pariétal du petit bonhomme de Lascaux qui est couché dans le puits sur le dos et en érection? Est-ce qu'il y a un rapport phallique même dans ce geste de création, à partir de l'idée même de rejeter, de signer, de détruire? Tout se passe comme si le monstre dévorant, c'était la matière. C'était l'autre à qui est grand A devant lequel on est. Le monde devant lequel on est, sans parole. Et devant ce monde devant lequel on est, démuni, sans parole, eh bien, ça infuse l'agressivité. Ça pousse à l'agression. Je ne sais pas à quel point ils se musent beaucoup en ne détruisant pas symboliquement. Être là, dans le monde là, on reçoit des énergies, on en donne quelques-unes, mais on est tellement subverti intérieurement, on est tellement bousculé intérieurement, qu'on est poussé à détruire. La destruction, l'évacuation du surplus d'énergie qui nous habite est une nécessité. Donc ce monde est un monstre dévorant parce qu'il est plus fort que nous, il a beaucoup d'énergie. Et le petit héros, pour être héros, il faut déjà, je dis souvent et je crois que devant, si on arrachait l'enfant à sa mère, ce sont les initiés qui le disent, c'est vrai. Et quand l'enfant est arraché à sa mère avec qui il était un, et que le maître d'initiation lui parle, tu n'es plus confondu avec elle, ni avec personne, ni personne à part entière, et tu dois maintenant chercher à te structurer, en cherchant la réalité, achète-toi. Donc il faut que les gens soient initiés, sinon ce sont des gens qui se combattent, qui se bouffent. Alors, cela m'amène à poser une autre question. En quoi l'école, telle qu'elle est définie aujourd'hui, comme étant le temple du savoir, et donc par défaut ou par ricochet, le temple d'une initiation à la connaissance, à l'intellectualisme et tout ça, comment cette école ne serait pas une initiation, à vous entendre? Est-ce qu'il y aurait une différence entre l'école et l'initiation? Il y a une différence. L'école, c'est un lieu d'apprentissage des fonctions sociales. Une technique de gain de sa vie, pour gagner sa vie. L'école vous amène à être professeur, d'autres personnes à être médecin, d'autres personnes à être politicien, comme autres. L'école ne mène qu'à des métiers. L'école n'initie pas. Ah ouais? Ouais. Pourquoi, et j'ai entendu un autre oui en signe de concordance à ce que vous êtes en train de dire. L'école nourrit l'esprit, gave l'esprit, met des choses dans la tête des gens. Mais les gens reçoivent ça et en usent mécaniquement, mais sans savoir ce que c'est. C'est pour ça que dans l'ancien temps, ces gens qui ne savaient pas par eux-mêmes, qui n'étaient pas initiés, les initiés ne les prenaient pas au sérieux. Ils ne leur donnaient pas de fonction sociale importante. Ah, c'est très important, c'est ce que je suis en train d'apprendre. Alors, c'est complètement différent. Voilà, c'est complètement différent. On est dans la pratique, on est dans la passation, de la transmission, voilà, du savoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Parce que si vous avez des élèves en cours, si vous ne... Par exemple, je prends le cas des beaux-arts ici, ils sont très, je vais dire,
ils sont pas matériels. Voilà, on n'a aucune machine, il n'y a pas de fonctionnement à part les cours théoriques qu'on donne, des choses comme ça. Comment on développe, comment on passe, comment on transmet. Voilà. Moi, je crois un peu à l'école des maîtres, comme à l'époque. Quand l'étudiant sort des beaux-arts, il finit chez un maître. Ils ont des maîtres, ils ont des gens qui ont fait cette initiation-là. C'est comme ça que je vois cette initiation. C'est-à-dire, après l'école, je vois qu'ils enseignent ici, qui 2 ans, 3 ans après, qui sont de très grands artistes, qui ne sont pas passés par l'initiation. Chez aucun maître. C'est-à-dire que tu ne sais même pas comment, par quelle magie, et puis on dit, ah voilà, tel. Et la question que je voulais poser justement, est-ce qu'il ne fallait pas réformer cette idée d'école académique, comme ça, et de passer aussi par l'école des maîtres? Il le faudrait certainement, mais le système, c'est un bloc. Le système, c'est une machine terrible. Et parce que tous les pays sont des systèmes, il y a un système mondial qui ne permet pas qu'on change quelque chose. Le monde se tient partout. Et je pense que le jour où être formé par les maîtres, ça déconne des inconvénients parce que ça aboutit aussi, ça suscite aussi une répétition, une reproduction, une technique à utiliser, des choses à reproduire. C'est stérilisant aussi un peu de liberté, pour qu'on puisse trouver aussi le nouveau. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent cette nouveauté. Moi, par exemple, j'ai fait la musique sans aller à l'école. Devant un piano, je fais ce que je veux. J'ai fait beaucoup d'enregistrements qui étaient ici à la radio, que j'avais donné pour les gars au frais, mais je ne m'en occupe même plus. Mais je veux dire que la spontanéité aussi, c'est des choses. Ceux qui, les premiers, ont créé des styles et des voies de culture, ce sont des gens qui avaient une certaine capacité, un certain don, ils ont développé tout ça. Alors, l'école des arts, ici ou ailleurs, on soumet rigoureusement